Mesdames et messieurs, lycéciens et lycéciennes, chers invités, je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée à l'exploration de questions liées à l'écologie et l'environnement. Je suis honorée de pouvoir organiser cet événement avec mon camarade Ethan qui est ici présent et de vous faire participer à cette table ronde. L'objectif premier est avant tout de mieux appréhender les crises que nous traversons aujourd'hui. Aujourd'hui est un terme que vous retrouvez dans le titre même de cette table ronde pour une bonne raison. C'est dans l'aspect contemporain de la chose que nous voulons appuyer comme étant un mouvement qui nous affecte ici et là. Je pense notamment aux températures inouïes de l'année 2023, qui représente l'année la plus chaude, dépassant probablement celle de toutes les périodes depuis au moins 100 000 ans, selon l'observatoire de Copernicus. Mais plus généralement, depuis plus de 15 ans, nos perceptions sur la vision du monde ont considérablement changé. Les scientifiques de notre époque ont commencé à nous alerter de manière profonde sur les conséquences de nos habitudes. Cela a eu pour effet d'instituer des groupes qui restent silencieux sur le sujet, pensant à la difficulté de résorber le problème, pendant que d'autres cherchent, par le raisonnement de la pensée critique, à ouvrir d'autres chemins des possibles, ce que nous allons nous aussi tenter de faire ici ce soir. Le but de cette soirée est avant tout de vous sensibiliser et de vous permettre, par la vulgarisation scientifique des différents intervenants, de mieux comprendre ces changements. C'est une première ici à l'ICES et nous tenons à remercier les différentes personnes qui nous ont fait confiance, dont principalement le pôle communication de l'ICES ainsi que le BDE des étudiants pour la concrétisation de ce projet. Ce projet a été longuement préparé par nos soins afin de le rendre réfléchi et intelligible. Ainsi, durant cette soirée, il s'agira de mettre en avant les conséquences et les constats climatiques autour de conseils pratiques et scientifiques à travers une question principale. Comment comprendre le dérèglement climatique aujourd'hui? C'est avec un immense plaisir que je vais vous présenter les intervenants de cet événement ainsi que le déroulement de la soirée. Pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir François Bernard, dont l'expérience diversifiée dans les domaines des glaciers a fait de lui une figure incontournable dans le milieu. Monsieur Bernard a œuvré dans la mise en place novatrice d'une option de sensibilisation sur l'environnement au sein du lycée Fénelon-Notre-Dame à La Rochelle, dont j'ai moi-même fait partie. Et cette innovation a permis par la suite de créer une association de jeunes de Mincénou pour la sensibilisation au réchauffement climatique. Donc grâce à M. Bernard, de nombreux lycéens ont pu partir à une expédition au Svalbard, une archipel norvégienne située en mer de Barents et dans l'océan Arctique. Cette grande aventure qui perdure encore aujourd'hui, dans la continuité de l'esprit fondateur de l'association de Mincénou et de la première option de sensibilisation qui continue d'exister, a permis à M. Bernard de contribuer à la publication de l'ouvrage Demain c'est nous, plaidoyer pour l'éducation au changement climatique, aux éditions du Faubourg, coécrit avec Heidi Sevestre. Sorti récemment, l'ouvrage résume les aventures atypiques réalisées pour le développement de l'environnement dans une sensibilisation concrète. Sa présence aujourd'hui témoigne de son engagement envers l'avancement des connaissances dans notre domaine et nous avons hâte d'entendre ses perspectives. En tant que second intervenant, nous avons le privilège d'avoir parmi nous Jan Roperkuder, spécialisé dans la compréhension de l'évolution des environnements polaires à des fins de conservation. Directeur de recherche en écologie marine au Centre d'études biologiques de Chizé, pour le groupement de recherche océans et mer au CNRS et directeur de l'Institut polaire français IPEV, chargé de la mise en œuvre de la recherche française dans les régions polaires depuis le printemps 2022. Grâce à sa vision novatrice et son engagement envers la recherche polaire, M. Roperkuder apporte une perspective unique à cette soirée. Par la même occasion, il a été révélé le 31 décembre 2023 que M. Roperkuder comptait, parmi les 287 nouveaux promus chevaliers, le premier des 3 grades de l'ordre de la Légion d'honneur pour son engagement au service de l'intérêt général. Nous lui adressons d'ailleurs toutes nos félicitations. Enfin, notre trio d'intervenants est complété par le professeur Bruno Semelin, dont l'expertise incontestable en paléoclimatologie et des cycles géoclimatiques vont contribuer de manière significative à notre compréhension du sujet de ce soir, dans la perspective des cycles naturels climatiques jusqu'à notre propre contribution humaine face au dérèglement climatique. Ethan ne manquera pas de lui demander à plusieurs reprises la définition d'un paléoclimat au vu de la difficulté de ce terme. Monsieur Semelin travaille à l'ICES depuis plus de 30 ans au sein de la faculté des sciences, dans la transmission approfondie de son savoir et son expertise au sein de cet établissement.
Sa présence enrichit indéniablement le programme de ce soir. Je tiens à remercier personnellement M. Semelin, qui, dès les prémices de ce projet, a tout de suite voulu participer à cette table ronde. Maintenant que nous avons fait connaissance avec nos acteurs principaux, permettez-moi de vous donner un aperçu du déroulement de cette soirée. M. Bernard commencera dans un premier temps par évoquer le débat général autour de la question de sensibilisation au réchauffement climatique. Puis nous continuerons ensuite par le développement de M. Semelin axé autour de la reconstitution des climats anciens, en particulier concernant ces 400 000 ans, dernières années, où nous disposons de beaucoup de données grâce au carottage. Bien connaître ces paléoclimats nous permettra de mieux comprendre et justifier l'impact des activités humaines dans le dérèglement climatique. Enfin, cette soirée se terminera avec M. Rupert Couder qui nous expliquera l'impact du dérèglement climatique avec, comme cas pratique et synoptique, la biodiversité polaire. Nous analyserons l'impact du dérèglement climatique et les effets sur cette faune. Mais nous évoquerons également le rôle des institutions, du droit, du traité de l'Antarctique de Kalmar et les relations entre les institutions. Entre chaque intervention, des questions-réponses seront posées afin d'approfondir certains points dont Ethan animera les différents échanges. Les intervenants interviendront en amont avant et nous vous laisserons la parole à la fin de la table ronde. Je souhaite exprimer ma gratitude envers François Bernard, Bruno Semelin et M. Yann Rupert Couder pour la contribution et leur présence ce soir. Au nom des organisateurs de cet événement, nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre présence et de l'intérêt que vous pouvez apporter à ce sujet de conférence. Pour conclure, une séance dédicace est prévue à la fin de la conférence. Il sera possible de vous procurer le livre de M. Bernard qui sera mis à disposition à la sortie de la salle. Je vous invite à profiter au maximum de cette soirée exceptionnelle, riche en échanges et en découvertes. Merci de votre attention et bonne table ronde. Parfait. Alors, Monsieur Bernard, vous êtes le premier de cette table ronde à prendre la parole. Cette partie-là va mieux servir. Ça marche ? Parfait. Ah, ça marche. Nickel. Alors, cette première partie va justement servir de tremplin à ceux qui écoutent cette table ronde pour mieux appréhender la suite, notamment avec les choses un peu compliquées. Vous êtes enseignant professeur dans le secondaire. Vous avez un rapport particulier vis-à-vis des questions de l'enseignement, car vous avez été professeur pendant le reste de votre vie, avant quand même. Vous êtes sensible aussi à la sensibilisation des jeunes générations, notamment aux questions écologiques. Vous êtes passé sur Combini en mars 2023, et je cite, vous avez dit une phrase que je trouve particulièrement touchante. Les programmes de l'éducation nationale sont faits pour pousser les élèves à rentrer dans le système et non pas dans la vie. Alors j'aurais une question assez simple. Pouvez-vous nous donner un aspect plus global autour de la question de la sensibilisation des jeunes au sein de l'éducation nationale vis-à-vis des problématiques écologiques ? Ben oui, je vais essayer de faire ça, bien sûr. D'accord. D'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir invités et puis remercier Manon qui est un peu à l'origine, en tout cas qui m'a contacté pour ça, parce que Manon est la concrétisation de cet enseignement que j'ai donné aux élèves et qui fait que maintenant j'ai pas mal d'élèves qui s'investissent et qui travaillent en pleine connaissance de cause sur le sujet du changement climatique, mais aussi justement qui s'intègrent dans la vie en prenant cette dimension-là. Voilà. Donc, oui, j'ai décidé en 2016 de créer une option parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons personnelles, parce que je partais souvent en montagne dans les Pyrénées, sur le territoire des ours, et un petit peu comme ça, sans suivre les chemins, mais en allant dans des endroits assez sauvages. Et je suis tombé de plus en plus amoureux de ces lieux-là, parce que je trouvais ça magnifique, très beau, exprimant une réelle force. Et puis, je constatais qu'il y avait commencé à y avoir un petit peu des effets du changement climatique, avec des sécheresses, avec des choses comme ça. Et puis aussi au niveau de la biodiversité qui commençait un petit peu à diminuer. Et je me suis dit, c'est pas possible
de retourner à l'école et de parler j'étais prof de techno, de parler de portail automatique et de volets roulants, alors que dans la vie, il y a des choses beaucoup plus importantes. Voilà, notamment ce que je constatais. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer cette option en me disant justement qu'il fallait, pour pouvoir faire passer un message, il fallait absolument travailler avec l'émotion. C'est-à-dire qu'il fallait sensibiliser les élèves, mais faire passer une émotion. Et l'émotion que je voulais faire passer, c'était que les élèves deviennent amoureux de la nature. Parce que je considère que quand on est amoureux, on n'a pas envie d'abîmer ou de détruire ce que l'on aime. Et donc, voilà. Et je sentais qu'il fallait passer par ça. Et voilà, je ne sais plus où j'en suis, mais... Et donc, effectivement, quand tu reprends cette phrase d'éduquer à la vie et pas au système, voilà, pour moi, de me promener en montagne et autres, on constate là, à ce moment-là, ce qu'est la vie. Et j'allais dire la vraie vie. C'est-à-dire que la vraie vie, c'est la nature qui nous la montre. Voilà, c'est pas quand on est, je sais pas, justement face à un portail automatique où on appuie sur un bouton, ça s'ouvre, ça se lève et ainsi de suite. C'est pas ça la vie, c'est intéressant, c'est bien, mais ça c'est de la technologie, c'est des choses qui ont été inventées par l'homme, mais la vraie vie, elle est dans la nature. Et j'avais de plus en plus conscience que on s'éloignait de la nature. On a souvent tendance un peu à caricaturer en disant oui, les jeunes, ils sont toujours sur leur téléphone, enfin les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs maintenant, mais ils sont toujours sur leur téléphone ou devant les écrans ou voilà, captés par des tas de choses comme ça. Et c'est vrai que je ressentais aussi cet éloignement un petit peu de la nature. Donc l'idée, c'était de s'en rapprocher parce que je constatais aussi que cette nature, elle souffre. Elle souffre énormément et que donc il était important de former les élèves et les sensibiliser à ça. Voilà. Oui, justement, oui, tu parles du fait qu'il faut prendre connaissance de ces choses-là. Et c'est notamment pour ça que tu as emmené tes élèves en 2018 au Svalbard. Est-ce que tu pourrais justement nous faire part de ce témoignage-là et de l'importance de voir de ses propres yeux ce que justement on peut causer et qu'est-ce que ça a fait à tes élèves dans leur perception des choses? Alors, oui. Ce qui se passe, c'est que quand c'est pareil. Donc, mon expérience personnelle, elle était de partir en montagne, d'être amoureux de la nature. Mais j'avais aussi une expérience de prof, qui était prof de techno et qui était donc, on va dire, dans le concret. Voilà, dans des choses relativement concrètes. Et ça, je trouvais ça aussi important, c'est que avec les élèves, souvent, on leur assène des théories, on leur donne du savoir, mais c'est juste des choses qui sont écrites et autres. Et ce qui est important, c'est de les vivre. Et donc, toujours pareil, dans cette idée d'éducation par l'émotion, il y avait aussi le fait de faire travailler ses sens. Et je trouvais aussi que les élèves étaient de moins en moins, en tout cas, que dans l'école, ne mobilisent pas suffisamment les sens. Et donc, à ce titre-là, quand j'ai démarré le premier cours, enfin la première séance de l'option que j'ai créée donc dans l'établissement, donc j'ai réussi à créer une option entièrement basée sur le changement climatique de 2 heures toutes les semaines, voilà, j'avais une vingtaine d'élèves. La séance commençait toujours par un rituel que j'appelais celui de la revue de presse. En vérité, ce n'était pas une revue de presse, c'était simplement que les élèves me disent ce qu'ils avaient vu dans leur environnement et autour d'eux dans la semaine. Ils avaient pu entendre à la radio ou qu'ils avaient pu voir à la télévision ou alors au cours d'une discussion avec quelqu'un, par exemple, le genre de discussion, vous savez, quand on va à la boulangerie, ah oui, mais il fait beau aujourd'hui, ah oui, mais, par contre, la semaine dernière, il faisait froid, mais d'habitude, c'était pas comme ça, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est des petits détails, c'est des petites choses, mais ça veut dire que ce sont des petites choses qui éveillent les sens. Ça oblige à écouter, à voir, à entendre, et ainsi de suite. Voilà, donc on faisait cette espèce de revue de presse et les élèves venaient comme ça avec des choses qu'ils avaient récoltées.
Je ne réponds pas directement à la question, mais je vais y venir. Mais, et donc, par exemple, la deuxième séance, elle a été que moi, en partant de l'école un soir, je passe devant la maison de la presse et je vois un titre de Libé qui était La tempête Irma, peut-être une des conséquences du changement climatique. Voilà. Je me dis, ben voilà, ça c'est super, effectivement, on peut se poser la question, la tempête Irma, c'est quoi, à quoi ça correspond? Donc je me suis dit, peut-être qu'un élève va voir ce journal aussi et va le ramener en classe. Bon, ça n'a pas marché. Mais moi, donc, je suis arrivé en cours avec ce journal, avec le Libé. Il faut savoir que je préparais jamais les cours, justement. Les cours étaient toujours improvisés au fur et à mesure, parce que c'est ça la vie aussi, la vraie vie. C'est que si jamais on prévoit tout à l'avance et si jamais on organise tout, on s'ennuie un petit peu, quoi. Donc là, il fallait que ce soit vivant. Donc voilà, je n'avais pas prévu. J'arrive avec mon Libé, et là, je pose la question aux élèves, et justement aussi, chose importante, je dis, écoutez, moi, je ne suis pas capable de vous répondre parce que je n'ai pas la qualification. Et là, on a fait appel à Eddy Sevestre, donc, qui est une scientifique et qui est venue par Skype nous expliquer effectivement comment fonctionnait une tempête et quel pouvait être le lien avec le réchauffement climatique. Voilà. Et donc, toujours avec cette volonté, et là j'y arrive, toujours avec cette volonté d'être ancré effectivement dans la réalité et de voir la réalité, eh bien, j'avais décidé justement de dire aux élèves, écoutez, on n'arrête pas de dire que le changement climatique, ça fait fondre les glaciers. On va aller voir les glaciers fondre, on va aller voir, il faut qu'on le voit pour pouvoir le comprendre. Il faut qu'on soit au chevet des glaciers pour... voilà. Et c'est comme ça qu'on est parti effectivement au Svalbard, donc, qui est un archipel, c'est un archipel norvégien qui est le plus au nord, c'est la partie habitée la plus au nord de la planète. On est allé sur cet archipel. Là, on voit une photo, oui, d'une aurore boréale quand on est allé là-bas. Et voilà. Et on est allé là-bas et on a fait deux expéditions. Enfin, on a fait deux expéditions sur des glaciers avec les élèves, où on a campé sur le glacier par -15. Et là, on voit justement nos toiles de tente sur le glacier au Svalbard. Voilà. Et là, on a fait des expériences scientifiques avec Eddy Sevestre et avec les scientifiques de l'université du Svalbard pour comprendre un peu le changement climatique et le toucher. Alors, pour terminer cette première partie, je voudrais m'adresser à toi, Yann. Dès nos premiers échanges, tu m'as rappelé qu'il y avait beaucoup de mots pour décrire ce phénomène. On parle de changement, de perturbation, et direct, tu m'as rappelé que non, vous parlez de dérèglement climatique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement pourquoi ce choix de dérèglement climatique? Merci. Oui, alors effectivement, pourquoi parler de changement ou de dérèglement climatique? C'est parce que pendant des années, il y a eu un message qui a été véhiculé on va dire, de réchauffement global qui a marqué les esprits, et tout le monde s'attend maintenant à ce que ça devienne de plus en plus chaud, mais partout, et que ce soit assez linéaire en fait dans l'esprit des gens. Et moi, j'aime rappeler que justement, parce que les températures augmentent d'une manière globale, ça veut dire qu'il va y avoir des changements dans les courants océaniques, des changements dans les vents, des changements dans la manière dont tout ce système en fait était régulé, et que ça va être un dérèglement de ce système qu'on va observer. Alors évidemment, il y a une augmentation globale, mais quand on regarde par exemple à un niveau local ce qui se passe, on peut voir des choses qui sont contre-intuitives. Quand vous regardez par exemple du côté de l'Amérique du Nord ou du Canada avec des grandes périodes de froid, ça c'est une conséquence en fait du dérèglement à l'échelle globale. Mais pour les gens, ça ne leur parle pas, parce qu'ils se disent on parle de réchauffement climatique et là il fait plus froid. Donc c'était un peu, moi, mon idée, c'est de corriger certaines images, certains paradigmes que les gens ont enregistrés et qui finalement les confondent et font qu'ils sont peut-être moins sensibles en fait, aux arguments qu'on développe. Tu parlais des gens qu'on entend chez le boulanger en train de dire en fait, il a déjà fait froid ici, donc c'est pas vraiment le changement climatique, c'est normal qu'il fasse froid, ou alors ils me disent qu'il va faire plus chaud et en fait il fait plus froid. Et en fait, en parlant de dérèglement, tu arrives à replacer le débat en disant, parce qu'il y a ce réchauffement global, il y a des dérèglements qui se font et qui s'expriment de manière très différente.
sécheresse, inondation, toutes ces choses-là, c'est les conséquences de ce dérèglement. Irma, tu en parlais, ben voilà, ça c'est un exemple typique. Merci. Alors, Bruno Semelin, dans cette deuxième partie, vous pouvez passer les slides. Voilà. Parfait. Alors, en tant que professeur à l'ICES, à la faculté de sciences, et plus précisément en tant que spécialiste des paléoclimats et de climatologie, il me devait, dès l'introduction, de vous demander ce qu'étaient les paléoclimats, et de façon simple, si possible, dès qu'il y aura le diaporama prévu. Parfait, merci. Je vais peut-être me mettre debout parce que je vais vous montrer des choses quand même. Ce sera peut-être plus simple pour moi. J'avais mis cette diapositive dans le prolongement de ce qu'a dit François, c'est-à-dire que l'éducation, et en particulier l'éducation au réchauffement climatique, au changement climatique, eh bien, doit jouer un rôle essentiel. Effectivement, quand on peut y aller sur le terrain, c'est encore mieux. Mais ça paraît maintenant indispensable. Ça, c'est une déclaration de l'Académie des sciences qui date de décembre 2017. Et on s'aperçoit que cette éducation, elle est importante à tous les niveaux. La preuve, quand on entend notre chef de l'État 31 décembre 2022, qui nous dit mais qui aurait pu prédire, je suis pas bon en imitation, puis j'ai une voix un peu cassée ce soir, qui aurait pu prédire la crise climatique? La réponse, on va le voir, elle est simple. Ça faisait quand même des années et des années que le GIEC alertait les politiques. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que eh bien, les dirigeants ont peu de formation sur justement cette problématique. Heureusement, dans les programmes, depuis quelques années, il y a quand même un enseignement scientifique qui permet d'avoir justement une sensibilisation pour les élèves qui ensuite n'auront pas obligatoirement une formation scientifique, et ça c'est important. Alors il a rectifié un petit peu son propos quelques jours après, au mois de janvier, en disant qu'il avait été mal compris et qu'il voulait simplement dire c'est qu'au fond ça a été encore plus vite que prévu. On verra que non. Enfin, même si actuellement on constate que oui. Oui. Donc voilà. Alors, il fait allusion d'ailleurs au fait que on l'aurait accusé de ne pas avoir lu les rapports du GIEC. Les rapports du GIEC, en voilà le dernier. Je serais curieux de savoir dans la salle combien de personnes ont lu ce rapport. C'est en anglais, je ne peux pas lire. Non, bon, vous voyez qu'il y a besoin d'information et d'éducation. Il faut dire qu'il fait 600 pages quand même. Oui, et il est en anglais. Enfin, il est traduit en français régulièrement, mais il faut attendre un peu. Voilà. Bon, alors, je vais essayer de vous donner effectivement d'abord quelques caractéristiques du climat, de savoir de quoi on parle. Déjà, il ne faut pas confondre climat et météo, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Et puis surtout, il faut éviter ce genre de choses hein, qu'on voit, par exemple, venant des climato-sceptiques, c'est-à-dire que montrer une évolution voilà, de la température moyenne entre 97 et 2012 et se dire finalement c'est stable. Ça c'est sur une période donc, de 15 ans. Si vous remettez ça à une autre échelle, évidemment ici c'est stable à peu près. Quand on va parler de climat, il faut au moins des échelles de temps statistiques hein, sur au moins 30 ans. L'évolution du climat, c'est pas de la météo quand effectivement on a l'impression qu'il fait plus froid, par exemple cette année. Ils ont posé les questions à Jean Jouzel, je vous montrerai tout à l'heure, celui qui est à l'origine
d'une bonne partie des travaux sur les paléoclimats. Ils lui ont demandé, mais c'est normal, là, ce temps froid. Enfin, il parlait même d'une vague de froid. Il y a eu quelques jours où il y a eu un peu de neige encore. Et Jean Jouzel a dit, mais c'est normal, c'est l'hiver. Donc, la première chose qu'il va falloir avoir conscience, c'est ça. C'est que le climat a une très, très grande variabilité et à toutes les échelles. Donc, ça va être aussi important parce que après, vous avez ce genre d'informations aussi où on constate qu'ici, au mois d'août 2012, en comparant avec le mois d'août 2013 sur l'Arctique, eh bien, on s'aperçoit, c'est le Télégraphe, hein, qui nous dit que malgré les annonces pessimistes qui s'enchaînent sur le réchauffement climatique, eh bien, la calotte glaciaire a augmenté entre 2012 et 2013 de 60%. Bon, c'est sur une année. Alors, quand vous regardez la courbe, effectivement, ils avaient raison. En 2012, le volume était faible. En 2013, il a augmenté. Mais ça, c'est pour simplement 2 années. L'évolution, elle est là. C'est l'évolution, voilà, sur 30 ans. Eh bien, on voit bien que l'extension de la glace en Arctique, elle diminue. Donc, il faut faire très, très attention à ce type d'information. Volontairement, pour prouver que, éventuellement, le réchauffement climatique, c'est une invention du GIEC. Alors, vous m'avez demandé d'être... Oui, bref. Non, Non, pas trop... de pas trop détailler là-dessus. Ah oui, oui. Non, pas trop compliqué dans mes explications. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Le problème, c'est que le système climatique est complexe. Donc c'est difficile de faire, je vais essayer de simplifier bien évidemment, mais c'est difficile de faire des simplifications. Pourquoi ? Eh bien parce que le système, ce qu'on appelle le système climatique, c'est l'ensemble de tous les paramètres qui interviennent dans le climat. Donc il y a bien sûr l'énergie solaire qui est le premier fournisseur d'énergie dans notre système. Mais après, vous avez des tas d'enveloppes. Alors bien sûr l'atmosphère. Mais l'atmosphère, on va le voir, sa composition, elle peut changer au cours du temps. Il y a de la glace, et la glace, donc elle peut aussi évoluer en cours du temps. Elle va avoir des interactions, bien sûr, avec l'atmosphère, avec l'océan. Il y a bien sûr l'océan qui représente quand même 75% de la surface. Et donc là, il y a plein d'interactions avec l'atmosphère. Et puis, il y a aussi... ce que nous, géologues, on appelle la lithosphère, qui constitue les plaques tectoniques qui peuvent être en mouvement. Il y a aussi du volcanisme, par exemple. Tout ça, ça peut avoir des interactions avec tout le système. Donc, en fait, c'est un équilibre. Donc, on va essayer de voir dans les paléoclimats, ce qu'on appelle les paléoclimats, c'est pas compliqué, hein, c'est les climats anciens, comment on peut... trouver quelques exemples qui nous montrent que toutes ces enveloppes sont en interaction. Alors, je ne veux pas, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, vous résumer 4,5 milliards d'années. Ça va être ma faute maintenant. Donc, 4,5 milliards d'années de climat. Mais bon, voilà, ça c'est le climat. Il a varié aussi, vous voyez, sur des milliards d'années sur Terre. On va se... polarisé sur la dernière période, là, qui est quand même la plus proche de nous. C'est-à-dire qu'on va démarrer en fait à peu près 65 millions d'années, c'est-à-dire la période qui suit la disparition des dinosaures, entre autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, le Cénozoïque, donc c'est-à-dire l'ère tertiaire. Et on a eu un maximum donc, de température à l'Éocène, hein, c'est-à-dire à peu près à 50 millions d'années, 55 millions d'années. La température globale de la Terre était 12 degrés au-dessus de la température actuelle. Donc c'est énorme. Hein, quand là, on commence à s'inquiéter si on va dépasser 1,5 degré.
Là, c'est 12 degrés de plus. Donc là, à l'Éocène, il n'y a pas de glace, ni au pôle sud, ni au pôle nord. Bon. La Terre, le dérèglement climatique, ce n'est pas un problème pour la planète. La Terre, elle a connu des périodes où elle était complètement recouverte de glace, des périodes comme celle-ci où il n'y avait pas un gramme de glace. Le dérèglement climatique, on va le voir, c'est un problème d'humanité et non pas un problème pour la planète Terre. Depuis, vous voyez qu'on a eu un refroidissement. Nous, on est là, hein, le temps actuel, il est là. Donc, refroidissement, alors qu'on peut expliquer par justement quelques causes. La première, c'est le mouvement des plaques. Alors là, ici, on se situe justement à l'Éocène, hein, au milieu de l'Éocène. C'est là où vous voyez que les continents vont se déplacer, puisqu'il y a l'ouverture de l'océan Atlantique. Et ça va donc déplacer la plaque africaine, la plaque indienne, vers l'Eurasie. Et donc, c'est le début de la formation de toutes les chaînes alpines, hein, depuis les Alpes jusqu'à l'Himalaya. Et ça, à l'échelle des temps de millions d'années, c'est un facteur important. Et on l'oublie souvent. Parce que les chaînes de montagne, eh bien, ce sont des pompes à CO2, c'est-à-dire ce sont justement des zones où vous avez une altération chimique, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que pour altérer des minéraux, eh bien, on consomme du CO2. Le seul problème, c'est que par altération, vous allez avoir des ions qui vont aller dans l'eau et qui vont former des carbonates qui libèrent du CO2, mais globalement, il y a plus de CO2 absorbé que de CO2 qui est rejeté. Donc ça pompe du CO2, entre guillemets, ça consomme du CO2. Donc ça, c'est la première cause, à l'échelle des temps géologiques, du refroidissement. Donc ça a permis, vous le voyez, je reviens là, ici, de faire diminuer la température jusqu'à un certain stade où, effectivement, on va avoir aussi d'autres modifications qui d'ailleurs sont importantes encore aujourd'hui, c'est la circulation, Yann vous en parlait tout à l'heure, des modifications de la circulation océanique. Au Crétacé, c'est-à-dire avant la formation des Alpes, il y avait des circulations comme ça, qui se faisaient dans le sens est-ouest, hein, donc, mais en position équatoriale. Quand les Alpes vont se former, cette circulation n'existe plus. Un peu plus tard, quand l'isthme de Panama va se former ici, eh bien, on n'aura plus non plus ce type de circulation. Et on va se retrouver avec une circulation modifiée, dont justement cette circulation que vous avez en bleu, là, qui est une descente d'eau profonde, qui traverse tout l'Atlantique et qui a un effet régulateur sur le climat important. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, eh bien, quand on va modifier les courants, suite au déplacement des plaques, on va voir apparaître un courant comme ça, qu'on appelle le courant circumpolaire, qui est tout autour de l'Antarctique. Et c'est ça qui favorise, voilà, la formation de la calotte antarctique, hein, puisqu'en fait, cette partie-là va être isolée. Et c'est là qu'on voit bien qu'il y a une interaction entre les courants océaniques. Enfin, tu pourrais mieux en parler avec moi. Et donc... formation des calottes glaciaires. Tu as peut-être non, des choses à rajouter? Non, c'est bien. Enfin, c'est pas moi qu'il faut demander. Et l'isthme de Panama, qui est ici, eh bien, va favoriser aussi la formation de la calotte arctique. Donc voilà, ça c'est pour des millions d'années. Si on continue, je peux. Je vais juste revenir Oui. sur le fait que justement, ce qui serait intéressant, c'est... Merci d'abord pour ces explications. Et aussi, surtout parce que ce qu'on veut savoir, nous, c'est justement l'importance de l'homme dans ces réchauffements. Oui. Parce qu'on sait... Enfin, on sous-entend le fait qu'il y a des cycles de température. On sait qu'il y a de l'optimum climatique, notamment médiéval, du fait qu'il y a un réchauffement de l'atmosphère. Et ça, c'est pour les historiens. Mais... et aussi justement qu'aujourd'hui, on est dans un réchauffement global.
Mais est-ce que l'homme a vraiment une importance et qui est-il? Alors, je vais y arriver. La démarche, c'est de montrer, et surtout pour réagir contre les climato-sceptiques, c'est d'arriver au fait que on maîtrise d'un point de vue scientifique tous les facteurs naturels. Et une fois qu'on a éliminé les facteurs naturels, on va voir que justement, on ne peut pas expliquer le réchauffement actuel sans une part d'activité humaine. Donc je continue. Je vous en prie. Parce que je vais y arriver. D'accord. Là, je vous laisse de côté maintenant les variations sur des très longues durées. On va arriver dans la période là, qui est les 5 derniers millions d'années, là, que je vous ai agrandi, puisque finalement, les courbes qui sont ici, vous voyez qu'on peut les détailler. Je vais laisser de côté hein, cette partie-là. Vous voyez qu'il y a toujours une variabilité. On va s'intéresser justement au cycle du dernier million d'années, ce qui correspond à la fin du Quaternaire. Hein. Le début du Quaternaire, la période du Quaternaire commence à 2,5 millions d'années. Donc là, on est vraiment dans le dernier million d'années. Pourquoi le dernier million d'années? Bien parce que c'est là qu'on a des données précises sur le climat. Alors ces données précises sont d'une part des données issues de sédiments, mais aussi et surtout des données issues des carottes de glace. Donc on a fait des forages, notamment sur 2 stations en Antarctique, hein, la station de Vostok et le Dôme C qui est ici. Donc ce sont des carottes de glace que vous avez ici qui vont permettre de faire des tas bien sûr, de mesures. Alors, soit on mesure directement dans les cristaux de glace, on va le voir les rapports isotopiques, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, soit on peut récupérer les bulles d'air. Et dans ces bulles d'air, en fait, ce sont des bulles d'air qui correspondent en fait à des bulles d'atmosphère qui étaient au départ dans la neige. Et comme la neige progressivement se transforme en glace, au bout d'un certain temps, ces bulles restent isolées. Et donc, elles représentent justement la composition de l'atmosphère à l'époque où la neige est tombée. Ça permet comme ceci d'avoir des atmosphères fossiles qu'on peut analyser. Alors tout ça, ça a été le fruit de travaux de beaucoup de chercheurs, dont 3 Français, Cocorico, Claude Lorius, hein, qui est malheureusement décédé l'année dernière, qui lui est à l'origine justement de l'analyse des fameuses bulles qu'il avait vues d'ailleurs au départ dans les glaçons qu'il mettait dans son whisky. C'est là qu'il s'est aperçu qu'il y avait des bulles d'air dans la glace. Jean Jouzel, qui lui a montré qu'il y avait bien une intervention des activités humaines. Et puis Valérie Masson-Delmotte, qui est actuellement vice-présidente du GIEC. Une danoise et puis 2 chercheurs suisses qui ont... Non ? Elle a fini. Elle n'est plus vice-présidente. Bon. Dommage. Oui, c'est dommage. Ça fait pas longtemps, alors. Non. Alors, pourquoi utiliser les cristaux de glace? Tout simplement parce que les isotopes de l'oxygène, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu complexe, là. Eh bien, le rapport isotopique, il est fonction de la température. Donc le fait de pouvoir analyser des rapports isotopiques dans la glace, ça va donner déjà un indice de la température. Et puis d'autre part, on a dit qu'il y a des bulles qui renferment bien sûr l'atmosphère. Donc ça, c'est les travaux justement de Claude Lorius et puis de Jouzel, qui ont montré des variations de température. Alors faites attention, c'est des variations de température qui sont en delta T par rapport, c'est-à-dire la différence par rapport à la température actuelle du Groenland, en Antarctique ici. Donc en Antarctique, la température moyenne est de moins 40. Quand vous voyez par exemple que vous avez un plus 2, ça veut dire que la température est de moins 38, etc.
Donc, on voit bien qu'il y a des variations, voilà, de température et que parallèlement, eh bien, on a des variations alors, du CO2, puisque on a pris bien sûr les gaz à effet de serre, et des variations du méthane, deuxième autre gaz à effet de serre. Et on voit que, eh bien, on a des variations qui sont complètement et parfaitement corrélées. Donc à chaque fois, effectivement, on voit bien qu'il y a au cours donc, de 400 000 ans, eh bien, des cycles classiques, hein, tout à peu près les 100 000 ans, de périodes glaciaires et de périodes interglaciaires. C'est ce que vous avez vu notamment dans les films, enfin les films sur l'âge de glace. C'est à peu près, voilà, à peu près régulier, tous les 100 000 ans. Ce qui est important, surtout déjà de constater, par rapport à ta question, eh bien, c'est qu'on voit que sur les 400 000 dernières années, on n'a jamais dépassé les 300 ppm de CO2. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, là, on est à 420 ppm. ppm, c'est des parties par million. Donc, 10-6 si vous voulez. Mais en tout cas, c'est l'unité de mesure qu'on utilise. Donc, on est sur des variations actuellement qui sont hors variations naturelles depuis 400 000 ans. Donc, déjà un premier indice. Alors, ces variations, je vais faire très vite là aussi, elles sont bien analysées hein, par des variations en fait, de l'orbite terrestre, d'une part, des variations de l'axe ici de l'axe de rotation de la Terre. C'est ce qu'on appelle ça les paramètres de Milankovitch, hein, puisque c'est lui qui est à l'origine justement de la découverte de ces différents... zut, je ne suis pas parti dans le bon sens, je reviens, pardon. De ces différentes variations cycliques. Donc, l'objectif... Je suis trop long? Non, 2 minutes, mais c'est parfait. Ouais. 2 minutes? Ouais, ouais. Ah oui, bon. Donc, juste pour vous mettre deux diapositives, enfin, deux situations correspondant à ces variations. Les périodes glaciaires hein, sont des périodes justement où on a une grande distance entre la Terre et le Soleil en été, une inclinaison faible et une excentricité faible. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une situation où vous avez un faible contraste entre les saisons. Et contrairement à ce qu'on pense, faites attention, les glaciations ne commencent pas avec des hivers froids, comme on aurait tendance à le penser, mais avec des étés froids. C'est-à-dire qu'en fait, le faible contraste entre les saisons font que la neige qui s'accumule justement l'été sur les grandes plateformes continentales, alors elles sont là les grandes plateformes continentales, que ce soit ici toute la Sibérie et puis l'Amérique du Nord, eh bien la neige qui s'accumule l'hiver, ne fond pas l'été parce que l'été est trop froid. Et donc la situation inverse, hein, la période interglaciaire, eh bien, vous avez excentricité forte, inclinaison forte, qui donne des contrastes importants entre les saisons, ce que l'on a d'ailleurs actuellement. À cela se rajoute un facteur, c'est ce qu'on appelle l'albédo. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que les continents commencent à se couvrir de glace, eh bien, on a un plus fort albédo, c'est-à-dire que la glace réfléchit énormément le soleil. Donc, plus les surfaces sont couvertes de glace, et plus effectivement, ça accélère le refroidissement. Inversement, c'est la situation actuelle, quand on a de la glace qui fond, eh bien, la Terre absorbe plus d'énergie solaire, et donc vous avez un effet de serre qui est renforcé. C'est le problème de l'accélération actuelle justement du réchauffement. Voilà. Je termine avec
Et puis je reviendrai sur le dérèglement lui-même. Sur la période donc, qu'on évoquait, là, alors je n'ai pas mis ici le maximum et ensuite le petit âge glaciaire. Donc là, c'est des périodes qui sont plus proches de nous, c'est sur le dernier millénaire. Donc l'optimum médiéval, il est ici. Et ça, c'est une période qu'on appelle le petit âge glaciaire, caractérisée par des hivers particulièrement rigoureux, donc entre 1300 et 1800 au Moyen-Âge. Ça, c'est assez bien documenté aussi, puisque vous voyez que la courbe qui est ici se rapproche en fait de la courbe qui correspond aux activités solaires. On s'aperçoit que pendant le minimum ici, qu'on appelle le minimum de Maunder, qui est une période où l'activité du Soleil était plus faible, effectivement, on a eu des hivers très rigoureux. Ça ne veut pas dire, attention, que c'est pas parce que vous avez deux courbes qui sont parallèles que c'est le seul facteur qui intervient. Il y a pu y avoir d'autres facteurs, dont le volcanisme. Mais tout ça pour vous dire qu'on a bien identifié trois grands paramètres qui expliquent les variations à très long terme sur les cycles du Quaternaire et sur des cycles plus courts. Quand on prend maintenant eh bien, les courbes qui concernent cette fois-ci l'évolution de la température depuis 1850, eh bien, on voit bien que vous avez une température ici qui fluctue toujours. Mais là, on voit bien qu'à partir des années 1900, on a effectivement ce qu'on peut appeler un réchauffement climatique, dans un premier temps. Ce réchauffement, il est rapide. Et c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la vitesse du phénomène. Il y a eu une augmentation, en gros, d'à peu près d'1 degré en une centaine d'années. Sur les cycles que je vous ai montrés du Quaternaire, quand on est sorti du dernier maximum glaciaire, là, pour rentrer dans la période actuelle, là, qu'on appelle l'Holocène, là, on est passé à peu près en 10 000 ans. Donc, on a eu un réchauffement de 15 degrés, ce qui fait 0,15 degrés. C'est déjà extrêmement rapide, ça, hein, à l'échelle des temps géologiques. Et c'est bien sûr très très lent par rapport au réchauffement actuel. Donc, pour expliquer le réchauffement actuel, ou le dérèglement actuel, il faut reprendre les phénomènes naturels que l'on a vus. Alors, j'élimine tout de suite les mouvements de plaques, parce que les mouvements de plaques, depuis 1850, a priori, il n'y a pas eu de nouvelles chaînes de montagnes de formées. Les paramètres astronomiques, on les connaît bien, c'est tous les 100 000 ans, donc c'est des périodes beaucoup plus longues. La variation de l'activité du Soleil, ça c'est une courbe qu'utilisent fréquemment les climato-sceptiques, parce qu'il nous montre qu'effectivement, vous avez deux courbes là, qui sont à peu près corrélées, hein, entre l'augmentation de la température et l'augmentation de l'irradiance, c'est-à-dire bien sûr de l'énergie solaire qui est diffusée. Alors jusque dans les années 1950, ça marche, mais là, on voit bien que ça décroche. Là, on voit bien que l'irradiance, elle baisse et que là, ça augmente au niveau de la température. Donc, si on ne trouve pas d'autres facteurs naturels, c'est là qu'on va pouvoir éventuellement parler de l'action de l'homme. Je suis désolé, c'est un peu long, mais... Merci beaucoup. Je termine juste comme... Oui. Ouais. Bon, terminé. J'en ai pour 5 minutes, même pas. Ouais. Allez. Alors, l'action de l'homme, on la voit sur l'augmentation, bien sûr, vous le savez, de nos fameux gaz à effet de serre, le CO2. Bon, le CO2, je passe, vous connaissez son augmentation. C'est bien sûr tous les combustibles fossiles qu'on utilise
et qu'on a utilisé depuis la révolution industrielle. Vous avez le méthane qui augmente aussi énormément. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2. La seule différence, c'est que le CO2 reste très très longtemps dans l'atmosphère. Il a un cycle d'une durée à peu près de 100 ans dans l'atmosphère. Le méthane, eh bien, il n'a qu'une durée que de 10 ou 20 ans. Et puis le nitrate qui est issu de, justement du fonctionnement de nos industries, il est aussi très long. Il a un cycle très long dans l'atmosphère. Donc, on a modélisé tout ça. Il faut absolument d'ailleurs faire des modèles. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la seule manière de pouvoir rentrer tous les paramètres qui sont des paramètres naturels, de voir tous les processus physiques et de tester ces modèles à différentes échelles de temps. Et donc, voilà le résultat le plus important, c'est que si on prend uniquement les phénomènes naturels, c'est-à-dire éventuellement un peu de volcanisme, c'est pour ça que ça baisse un peu ici, là, parce que le volcanisme a tendance à disperser des poussières dans l'atmosphère et ça fait baisser l'énergie solaire. Le cycle même du Soleil, on l'a vu, l'irradiance solaire qui peut baisser. Ça, c'est ce que les modèles nous apportent, c'est les effets donc, des facteurs naturels. Si on prend bien sûr les effets des activités humaines, c'est la courbe que vous avez ici en orange, eh bien, on voit bien qu'elle suit l'augmentation de la température. Et si bien sûr on fait l'effet des activités humaines plus les effets naturels, eh bien, on a une courbe qui se rapproche voilà, de la moyenne d'élévation donc, de la température. C'est ce travail-là qui a permis aux chercheurs de dire que, effectivement, ce sont bien les activités humaines qui participent à ce réchauffement climatique. Alors, ce réchauffement climatique, il se traduit donc dans les faits par des années, on l'a vu, qui sont de plus en plus chaudes. Vous avez ce type de représentation là, sous forme de code barre. Une barre, c'est une année. Donc, bien sûr, plus c'est chaud et plus on va tendre vers le rouge, voire le rouge très foncé. Et on voit bien que depuis les années 1900, après 1900, surtout après 1925, eh bien, on est toujours dans le rouge. Donc, voilà. Ce réchauffement, on peut le voir, voilà, il est inégal à la surface de la Terre. Ce réchauffement, ça c'est des anomalies en 2022 par rapport à la moyenne, vous voyez, sur 30 ans. Eh bien, il est inégal et on le voit, il touche eh bien, malheureusement des régions très sensibles, l'Antarctique, l'Arctique. Nous, on n'a pas de chance, on est dedans. Donc on est effectivement dans des situations qu'évoquait Yann tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, il y a véritablement un dérèglement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des zones qui se réchauffent beaucoup plus vite et d'autres qui, au contraire, vont se refroidir. C'est bien la preuve qu'il y a ce dérèglement. Je m'arrête là. Oui, parfait. Merci beaucoup. Vous avez tenu les 30 minutes. Merci. Alors, ah non, c'est bon. Alors, j'aurais une question pour vous, Monsieur Bernard. Est-ce que vous pouvez rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Semelin ou pas du tout? Oh là là. Je dois vous faire parler. Sur quoi je pourrais rebondir? Si, justement, je pourrais rebondir sur une chose, c'est que justement, là, effectivement, on a eu un exposé théorique et c'est passionnant, c'est très intéressant, mais je pense que pour le comprendre, l'appréhender et pour pouvoir l'assimiler, à la limite, je pense qu'il est nécessaire de le toucher et de le comprendre. Et c'est ce qui s'est passé avec les élèves quand on est allé au Svalbard et où ils se sont retrouvés effectivement sur un glacier
et où, en discutant avec les populations et autres, ils ont pu constater quels étaient les effets du changement climatique. Et par exemple, il y a eu un événement très simple, c'est au moment où on a voulu quitter le Svalbard, on a failli ne pas pouvoir partir de l'endroit où on était hébergé parce qu'il y avait eu une avalanche et que cette avalanche, c'était jamais arrivé parce que qui dit avalanche dit réchauffement de la température, dit déjà chute de neige. Ce qui est relativement rare en Arctique. Voilà. Il y a de la neige qui tombe, mais c'est plutôt de la glace, on va dire. En tout cas, aussitôt, ça se transforme en glace. Il y a très, très peu de hauteur ou d'épaisseur. Donc là, ça veut dire qu'il y avait eu de la neige en épaisseur. Et en plus, cette neige ne tenait pas et donc s'est effondrée. Et ce qui s'est passé, c'est en y retournant l'année d'après, l'endroit où on avait logé était interdit, justement, était zone interdite, puisque les bâtiments étaient... enfin, il y avait un danger d'avalanche. Voilà. Donc ça, c'est des choses concrètes. Et quand on le vit, je pense que quand on le vit, justement, je reviens un peu sur ce que je disais, c'est-à-dire, on a des émotions, on voit les choses, on les comprend, et voilà. Et donc, on les assimile beaucoup plus. Et c'est vrai que je pense que justement, pour revenir aussi sur la première diapo qui a été montrée, c'est vrai qu'elle est hyper importante. Et moi, c'est absolument aussi ce que je veux défendre. Par expérience, donc, je me suis aperçu que on pouvait justement éduquer au changement climatique. Et je pense que c'est une des solutions, en tout cas. C'est-à-dire que éduquer au changement climatique, faire comprendre le changement climatique, mais en le touchant comme ça, en le vivant. Pas uniquement avec des diaporamas et des films, parce que ça, on en a beaucoup. Des informations, c'est pareil, on en a beaucoup. On nous le répète sans arrêt. Le changement climatique, on en parle en ce moment. On ne peut pas allumer la radio une seule fois dans la journée sans entendre parler de ça, plus ou moins. Voilà. Mais n'empêche qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vraiment assimilé en eux. Et moi, ce que je constate, c'est que mes élèves, en l'ayant vécu comme ça au plus près, maintenant ont assimilé ces notions-là et en sont conscients et agissent en conséquence. D'où, voilà, si je suis là, c'est aussi un peu pour ça, c'est pour défendre le fait que c'est plus qu'important, c'est plus que nécessaire, enfin, d'éduquer et de faire comprendre le changement climatique, parce qu'il en va de notre avenir et nos vies vont être bouleversées, quoi qu'on fasse. Merci. Alors, maintenant, on va passer à toi, Yann. Alors, ça a été évoqué plusieurs fois, enfin, ce théâtre a été évoqué plusieurs fois, et je voudrais y retourner dessus. Et justement, je veux parler du cas polaire, et j'aimerais que tu nous fasses part de ça à tous. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'impact de ces changements humains que Semelin a évoqué, M. Semelin, et pourquoi le monde polaire est particulièrement touché par ces changements? Alors en fait, ça va être difficile de rebondir là-dessus parce que ça a déjà été un peu présenté. On a vu la formation en fait quand on parle de l'Antarctique, du courant circumpolaire antarctique qui joue un rôle justement dans cette régulation du climat mondial. Et là, on prend en fait la question un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que ayant compris d'où vient l'état actuel de ce qu'on observe, il faut essayer de se projeter pour voir comment ça va évoluer en fonction de ce qu'on peut prédire de l'augmentation des gaz à effet de serre probable, qui va continuer probablement aussi. Tout à l'heure, peut-être je peux rebondir sur un truc, c'était le 1,5 degré. 1,5 degré, on y est déjà. On est à 1,4 degré là, donc quand on nous dit on va essayer de se limiter à 1,5 degré, vous pouvez leur répondre que c'est foutu, c'est déjà trop tard. Par contre, là, on essaie de viser à réduire jusqu'à 3 degrés. Donc c'est ça la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est d'essayer de ne pas dépasser 3 degrés. Et si on fait des scénarios à 8,5 degrés, ça veut dire que les scientifiques, ils envisagent quand même déjà qu'on ne va pas être très doué pour arriver aux 3 degrés. Enfin, ça, c'est pour remettre un peu, plomber l'ambiance. Voilà. Maintenant, on peut aussi essayer de se dire que, comme tu le disais à l'instant, l'éducation va permettre de peut-être toucher un plus grand nombre de gens qui vont pouvoir toucher les décideurs et ceux qui font, je dirais, la régulation politique du climat. Et donc ça, pour moi, c'est synonyme d'espoir, effectivement, de pouvoir éduquer les gens. Je vais venir à ta question, mais je fais comme les autres, je digresse un peu, parce que c'est bien de digresser quand on a le micro. L'idée, c'est que pour faire comprendre aux gens le climat, tu disais, tu les emmènes au Svalbard,
c'est vrai que ça, c'est un moyen de voir un glacier qui fond, de comprendre, comme tu disais, d'une année sur l'autre, les risques d'avalanche. Mais on ne peut pas à chaque fois emmener tout le monde là-bas. Ça, c'est la grosse difficulté, parce qu'on contribuerait encore plus au changement climatique avec les déplacements. Mais la bonne nouvelle, c'est que le changement climatique est en train de venir chez nous, de partout. Et donc, on commence à avoir quand même une prise de conscience, je trouve, plus globale, de la part, en tout cas, des jeunes générations, c'est flagrant. Mais même nos générations à nous commencent à ne plus trop encore discuter, je dirais, de certaines vérités. Donc, c'est plutôt positif, je dirais. Il y a quand même, par rapport à quand moi je suis né ou quand on est né, il y avait beaucoup moins de prise de conscience, alors que les scientifiques savaient déjà qu'il y avait un changement climatique qui était en route. D'ailleurs, comme vous avez vu, Claude Lorius qui est décédé cette année, Jean Jouzel, c'est des gens qui ont commencé leur carrière à vos âges et qui déjà étaient dans cette perspective qu'il y a quelque chose qui se passait. Donc depuis ce temps-là, ils alertent. Et c'est seulement maintenant qu'on commence vraiment à se dire, oui, ça y est, on commence à voir un peu dans la société des gens qui s'emparent du sujet, qui en discutent, des jeunes qui veulent faire changer les choses, et ça, c'est plutôt positif. Alors, par rapport au pôle, donc, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup utiliser parce que, encore une fois, avant, on appelait les pôles les sentinelles du changement climatique. Et ça, je n'aimais pas du tout le terme. Parce que, du coup, les gens se disaient « Oh, c'est des sentinelles, donc ils sont loin, ils nous préviennent que c'est en train d'arriver. Très bien, c'est une information, mais on a le temps. » Pour moi, en fait, quand on regarde justement ce courant circumpolaire antarctique, et c'est dommage, j'espérais presque que tu nous mettrais la... Non, pas celle-là, tu l'as pas. Non, cherche pas. Cherche pas. Ouais, en fait, il y a la représentation de Spielhaus, si vous cherchez sur Internet, qui vous montre en fait qu'on n'a qu'un seul océan. On parle de l'océan Atlantique, l'océan Arctique, etc. Il n'y a qu'un seul océan en fait, et tout est connecté. Et quand on regarde cette projection centrée sur l'Antarctique, on voit en fait que l'entraînement, je dirais, des courants tourne autour de l'Antarctique et est ensuite distribué dans les autres bassins. Et cette représentation vous fait comprendre que, un, il n'y a qu'un seul océan, et deux, que les deux courroies de distribution, elles sont centrées autour de l'Arctique et de l'Antarctique. Donc moi, ce que j'aime dire maintenant, c'est qu'en fait, les pôles, c'est le moteur du changement climatique. C'est là où ça se passe et où c'est en train de distribuer tous ces changements dans le reste du monde. En plus, il y a la glace. Et donc la glace, qui est quand même un truc très particulier sur n'importe quelle planète, d'ailleurs pas seulement sur la nôtre, c'est qu'il y a un point d'équilibre entre l'eau et la glace qui est quasiment instantané, qui change d'un tout petit peu. Et hop, on passe d'un état à un autre. Et donc ça a des conséquences évidemment sur l'ensemble du système. Et là, les plus grandes réserves de glace sont effectivement en Arctique et en Antarctique. Donc avec le plus grand potentiel de changement si les choses changent. Tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas de glace quand on était à plus 12 degrés. Bon, le jour où il n'y a plus de glace en Antarctique, je vous rassure, on ne sera pas là pour le voir. Il y aura longtemps qu'on aura disparu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin bon, c'est pas ce que je voulais dire. Mais bon. Par contre, effectivement, pour l'instant, il y a des systèmes qui sont en équilibre, qui sont en train de changer d'équilibre, de passer à un autre point de, enfin, à une recherche de point d'équilibre, mais qu'on continue en fait de déséquilibrer au fur et à mesure. Et toute la vie qu'on connaît, donc la biodiversité, je dirais l'image d'Épinal figée qu'on a de la biodiversité actuelle, elle est en train de s'effondrer aussi à cause de ce genre de changement, parce qu'il y a, pour une espèce animale ou pour n'importe quelle espèce, 3 solutions quand quelque chose change dans votre environnement. 1, vous vous adaptez. 2, vous partez ailleurs, chercher quelque chose. Et 3, vous mourrez parce que vous n'arrivez pas à vous adapter. Donc en fait, ça, c'est je dirais, sur l'ensemble de la planète, c'est ce qui se passe. Quand on est au pôle, on est dans des endroits où il n'y a plus aucun refuge après ça. C'est-à-dire que les espèces qui se sont développées dans les pôles, elles ont développé des adaptations tellement poussées, tellement fortes, qu'elles n'ont plus la possibilité de réagir aussi rapidement que d'autres qui sont dans des systèmes un peu moins homogènes. Je prends toujours l'exemple du manchot parce que c'est une espèce déjà qui est iconique, tout le monde la connaît, ça fait rigoler, tout ça. Ce sont des bestioles qui sont extrêmement adaptées à leur milieu. Un manchot, c'est un oiseau, mais c'est en fait plus un animal marin qu'un oiseau tel qu'on a l'image des oiseaux classiques. Pour vous donner un ordre d'idée, le manchot empereur qui fait 1,10 m, à peu près cette taille-là, il peut plonger jusqu'à 565 mètres de profondeur en apnée. Donc n'essayez pas, déjà. Mais il le fait 200 fois par jour, comme ça. Et il est capable de rester 20 minutes en fait en apnée. C'est des bestioles qui résistent à des températures de moins 50 degrés. C'est des choses, enfin je veux dire, c'est quand on réagit à ce que ça veut dire d'un point de vue évolutif,
c'est fantastique. Par contre, le manchot empereur, vous lui enlevez la banquise sur laquelle il se reproduit parce qu'elle a fondu, il ne sait pas faire. Il ne sait pas aller sur les cailloux et se reproduire parce que la façon dont il a développé sa reproduction, c'est de porter son œuf sur les pattes et de se déplacer à plat. S'il est sur des cailloux et des trucs en pente, les œufs, il les casse. C'est tout bête. On le voit maintenant, ils n'arrivent pas en fait à s'adapter à ce simple petit truc parce qu'ils sont focalisés sur une chose, survivre dans leur environnement qui est très spécifique. Donc, tout cet écosystème-là, il est fragile d'autant plus par rapport à d'autres écosystèmes qu'il est hyper adapté à son milieu. Et c'est un milieu qui est en train de changer très très vite. On parlait des changements que tu as observés. Alors là, je vais donner un exemple qui est peut-être moins parlant, mais qui pour nous a choqués. Quand on regarde les températures atmosphériques au-dessus de l'Antarctique, on est à des moins 50, moins 70, enfin des températures qui sont absolument inimaginables pour nous. Et il y a eu des vagues atmosphériques de chaleur en 2021-22 qui ont fait tomber la température à moins 11 degrés. Donc ça veut dire que la température est passée comme ça, quasiment en une semaine, d'un moins 50 à moins 11 degrés, 40 degrés de différence quasiment. Et ça a des conséquences sur tout cet écosystème très fragile, très adapté, parce qu'ils ne sont pas prêts à faire face à une telle variabilité. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'on a peut-être pas assez évoqué, c'est la variabilité en fait aussi de ce système. C'est-à-dire qu'on voit des tendances, mais on voit aussi surtout beaucoup de stochasticité, beaucoup de changements brutaux dans nos observations. Là, on est depuis 2020, on voit des choses qui sont extraordinairement forte dans la fréquence et dans l'intensité des événements. Et donc tout ça, ça a un impact sur cette biodiversité spécifique qui n'est pas prête à faire face à ça. Très bien, merci beaucoup. Alors là, j'ai une autre question. On va changer de domaine et on va parler des institutions. Par vos responsabilités, notamment Oscar, alors on va parler anglais, Scientific Committee for Antarctic Research. Bon, désolé. Aussi, c'était pas mal. Hein. Ça va ? Oh ouais. Bon, bah, parfait. Le Comité national français des recherches arctiques et antarctiques, le Comité de l'environnement polaire et aux réunions consultatives du traité de l'Antarctique. Alors, vous êtes membre et parfois responsable de ces institutions. Et pouvez-vous nous expliquer justement les rôles de ces institutions et les relations qui coordonnent ce même but de préservation de la nature ? Alors, il n'y a pas que préservation de la nature. Hein. Non, mais c'est pas grave. Quand on parle en fait pôle, il faut toujours distinguer l'Arctique et l'Antarctique parce que c'est pas du tout les mêmes modes de gouvernance et c'est pas du tout donc la même façon en fait de travailler. L'Arctique, c'est quelque part plus facile à comprendre. J'allais dire plus simple, mais en fait non, c'est pas plus simple, c'est plus compliqué parce que il y a des nations et que donc chaque nation a son mot à dire sur ce qu'on y fait. Et donc là, forcément, quand la Russie, par exemple, n'est plus à la table des négociations autour des questions du changement climatique en Arctique, c'est un poids majeur en fait de la géopolitique de l'Arctique qui n'est plus là. Et donc ça bloque beaucoup de choses. Conversement, en Antarctique, il n'y a pas de population, il n'y a pas de pays. Il y a des nations qui ont revendiqué, comme la France par exemple, une possession. Mais en fait, le traité de l'Antarctique, il a servi, et ça c'est un instrument juridique qui est fantastique, il a servi à geler ses prétentions. C'est vraiment le seul endroit sur Terre où les nations qui ont signé le traité de l'Antarctique se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est... Même de nos jours, encore, ça tient encore, malgré les tensions en fait, qu'on voit entre les différents pays. C'est quelque chose qui est très difficile à expliquer. Les juristes, ils n'en reviennent pas encore. L'idée, donc, ici, c'est de dire, vous, la France, vous dites que vous avez un camembert. Nous, l'Australie, on dit qu'on ne le reconnaît pas. Mais conversement, la France, nous, on ne reconnaît pas votre camembert non plus aux Australiens. Et donc, du coup, tout reste en système figé comme ça. Et donc, le traité de l'Antarctique a été mis en place pour qu'on puisse continuer à discuter des sujets qui ont trait à l'Antarctique. Hein, évidemment, la recherche scientifique, mais le tourisme qui se développe énormément. Les pêches dans les zones qui sont autour de l'Antarctique, puisque ce sont des zones qui n'appartiennent à personne, donc il faut quand même réguler les ressources, sinon n'importe qui viendrait faire n'importe quoi. Et donc, tout le cadre du traité de l'Antarctique, c'est d'essayer de fonctionner ensemble pour préserver l'idée de l'Antarctique qui est un continent de paix et de science. On y arrive plus ou moins bien, puisque même si c'est un système qui est extraordinairement stable, puisque depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a toujours ce système en place qui résiste, je dirais, à plusieurs crises, la guerre froide, les différentes invasions, notamment celles qui ont eu lieu récemment. Donc, même si on voit maintenant de la géopolitique s'inviter de plus en plus aux tables de réunion du traité, on se dit que
il y a quand même une résilience dans ce format juridique qui fait qu'on peut espérer continuer à travailler avec les autres nations autour de la même table. La Chine, la Russie sont des nations particulièrement dures, qui essaient de miner les fondements de ces institutions, mais qui, de manière assez surprenante, n'y vont pas franco. Elles ne vont pas aller dire « Ok, moi je ne reconnais plus le traité, je fais ce que je veux et je vais envoyer demain une armée en Antarctique pour prendre possession des sous-sols et de ce que ça renferme. » Personne ne le fait. Alors pourtant, si la Chine et la Russie sont cités, c'est parce qu'ils ont quand même les capacités technologiques pour le faire. Donc ce système-là, il est vraiment très particulier et on espère qu'il va durer encore longtemps. Je ne sais plus ce que je voulais dire à part ça. Non, mais c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour ces discussions. Et je vous demanderai d'applaudir. Merci. On va passer au moment le plus intéressant, je pense, c'est les questions. Alors, si vous en avez, n'hésitez pas. Et je passe le micro. Bonsoir, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Moi qui suis en sciences politiques, c'est pas du tout ce que j'étudie et c'est très intéressant. Je m'appelle Anaëlle, je suis étudiante en 3e année de sciences politiques et j'avais une question au sujet justement du rôle des institutions politiques nationales, mais aussi européennes dans ce dérèglement climatique. Donc leur rôle et justement ce qu'elles pourraient faire pour contribuer à la lutte contre tout ça. Tu parles de toutes nations confondues. Oui, c'est vraiment très général. C'est vraiment juste le rôle qu'elles ont, mais que ce soit au niveau national, comme j'ai dit, ou même européen, international, quel est leur rôle et l'engagement qu'elles doivent prendre là-dedans. Alors, c'est pour ça que je posais la question de savoir si tu parlais vraiment de toutes les nations, parce qu'évidemment, il y a une grande disparité, je dirais, d'une nation à une autre. Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a peu de nations qui peuvent faire l'économie maintenant de ne pas parler du changement climatique. Toutes l'ont mis plus ou moins à leur agenda. On en discutait juste avant de venir. Même la Chine, qui pourtant fait figure de mauvais élève, elle est complètement convaincue à un certain niveau qu'il y a un changement climatique. Et pourtant, on voit au niveau du traité de l'Antarctique, par exemple, qu'ils font une forme de blocage. Donc là, on a deux choses qui se superposent, c'est-à-dire la compréhension du temps long et du changement climatique qui est en train d'arriver et qui donc doit être mis à l'agenda politique, et l'agenda politique proprement dit qui est du temps court, où là, on est un peu à la merci, je dirais, des changements de tête gouvernante. La Russie et la Chine sont deux nations qui n'ont pas beaucoup de variations à leur tête, et quelque part, ça peut favoriser aussi une compréhension du temps long sur des phénomènes comme le changement climatique. Par contre, quand on voit des nations comme, on ne va pas les citer parce qu'on n'est pas là pour ça, mais les États-Unis, et notamment avec certains présidents, qu'on ne citera pas non plus parce qu'ils risquent de revenir une seconde fois, mais ça déstabilise quelquefois beaucoup plus ce genre de discussion politique que un statu quo de la Chine sur ses positions. Donc c'est difficile de répondre à ta question parce que déjà, moi, je vois le côté positif, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation du discours dérèglement climatique, perte de biodiversité dans la plupart des nations qu'on connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus ? C'est d'arriver justement à, mais c'est pas facile à imaginer pour un politique, c'est d'arriver justement à concilier ce temps court et ce temps long. C'est-à-dire à avoir un agenda qui soit transpartisan déjà dans chaque nation et qui soit mis à un agenda sur plusieurs générations, je dirais, de dirigeants, pour qu'on puisse faire évoluer les choses. Parce que si on fait à chaque fois le yo-yo, un peu comme les courbes, mais qu'on continue d'augmenter doucement, ça ne va pas le faire. Et c'est pour ça aussi que le traité de l'Antarctique ou la récente adoption du traité de la haute mer, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit les nations se mettre d'accord pour être autour de la même table et de discuter d'un sujet commun qui n'est pas un sujet normalement politique ou en tout cas géopolitique. Donc c'est aussi ça l'autre chose, c'est d'arriver à trouver des forums où les nations peuvent exprimer
ces travaux sur le dérèglement. Alors, ça devrait être les COP. Ça devrait être les COP. Ça devrait être les COP. On a eu cette discussion avec des experts il y a 3 jours de ça, où en fait, on s'inquiète du c'est pas mon opinion, mais, mais quelque part, ça m'a intéressé. Quelqu'un a dit, les COP, il y a trop de monde, en fait. C'est-à-dire qu'il y a trop de nations qui ont, comme Palau ou d'autres, qui subissent de plein fouet le changement climatique, mais qui n'ont pas un poids pour peser dans la balance mondiale. Et que quelque part, si on prenait les 3, 5, 10 plus grandes nations qui, en termes je dirais de poids de population, de poids de gaz à effet de serre, si on arrivait à ce que ces nations-là se mettent d'accord autour d'un agenda commun, on ferait beaucoup plus de progrès qu'en mettant tous les pays autour de la table. C'est intéressant. Je trouve que c'est vrai qu'on se réfugie toujours un peu derrière les COP, mais quand on regarde les COP, il n'y a pas eu de changements globaux marquants après chaque COP, quoi. J'ai un autre exemple par rapport à ça, c'est qu'il y a eu la COP de la biodiversité organisée par la Chine en je ne sais plus combien, 2015, je crois, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et l'an dernier, au traité de l'Antarctique, les Chinois, quand on a mis sur la table la perte de biodiversité au niveau de l'Antarctique et comment il fallait y répondre, ils nous ont répondu mais la biodiversité, c'est un terme pas très clair. Je crois qu'il ne faut pas l'utiliser, on ne comprend pas trop ce que c'est. Alors qu'ils avaient organisé la COP sur la biodiversité. Donc des fois, on marche un peu sur la tête et on sent qu'il y a un agenda politique qui prend le pas en fait sur une compréhension plus globale du système, quoi. Merci beaucoup. Bonsoir. Quelle est selon vous l'énergie qu'il faudrait le plus utiliser pour justement limiter notre impact sur la planète et sur le réchauffement climatique? Et laquelle? Enfin, pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Je ne comprends pas bien le terme énergie. Parce qu'actuellement, on a plutôt tendance à vouloir réduire justement. Qu'est-ce que vous entendez par énergie? J'entends par exemple l'énergie nucléaire, l'énergie solaire, l'énergie... Ah oui, d'accord. Moi, j'ai une réponse rapide, hein. C'est Oui. celle qu'on n'utilise pas. C'est la meilleure, et c'est ce qu'on dit tout le temps, hein. Voilà. Donc, et il y avait aujourd'hui toute une émission sur la Terre au carré qui parlait justement de l'hydrogène comme étant éventuellement une solution. Et au bout d'un moment, la discussion était de se dire bon, ben c'est bien, on parle de l'hydrogène, on est en train de parler d'une super centrale hydroélectrique qui est en train de s'installer sur le Rhône, mais il disait la question principale, c'est d'abord de réduire notre consommation d'énergie. L'idéal, ce serait d'avoir une énergie décarbonée. Alors effectivement, énergie décarbonée, il n'y en a pas 50. Hein. Alors moi, en tant que géologue, je trouve qu'on n'utilise pas assez l'énergie géothermique. Bon, le problème, c'est que on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des zones où on ne peut pas l'utiliser. Mais après, vous prenez n'importe quelle énergie, de toute manière, à un moment donné, là, on est en train de développer l'électrique. Vous prenez le bilan carbone d'une voiture électrique, c'est pas... Ben oui, c'est pas bon non plus. Donc, l'hydrogène, c'est pareil. Hein, les moteurs hydrogène, c'est certainement intéressant. Le problème, c'est qu'il faut produire de l'hydrogène. Et pour l'instant, il faut de l'électricité pour produire de l'hydrogène. Donc, on tourne en rond. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver pour l'instant d'énergie qui soit complètement décarbonée. Alors, le choix de la France, ça a été essayer de continuer à faire du nucléaire. Ça pose d'autres problèmes. Donc, il n'y a pas de système d'énergie où il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Du coup, selon vous, il faudrait rompre totalement avec notre manière de consommer l'énergie aujourd'hui? Ah bah oui, mais ça, c'est... Oui, mais quand on dit rompre, bien sûr, mais quand on dit rompre, j'ai toujours l'impression aussi qu'il y a une espèce de
truc négatif, voilà. C'est ça, punitive un peu. C'est un peu punitif. Et donc, je pense que là aussi, c'est pareil. C'est vraiment une question d'éducation, c'est-à-dire c'est apprendre à vivre dans ce que Pierre Rabhi appelait la sobriété. Et il a été obligé de rajouter sobriété heureuse parce que voilà, on avait peur de penser que la sobriété, justement, c'était une punition. Mais je crois que oui, il faut penser à ça et il faut aller dans ce sens-là, bien sûr. Bonsoir. Merci beaucoup pour la conférence, c'était super intéressant. On nous parle beaucoup dans le domaine de l'écologie de la question de sensibiliser. Sensibiliser les jeunes, informer, prévenir du combat qui est mené. Comment est-ce qu'on fait pour plus sensibiliser ? Est-ce qu'il faut plus de Greta Thunberg ? Est-ce qu'il faut plus de gens qui jettent de la peinture sur des tableaux, qui se collent les mains sur le goudron ? Est-ce que finalement le combat écologiste, il s'est pas un petit peu perdu dans cette volonté de sensibiliser ? Est-ce qu'avec le temps, il n'y a pas eu même un effet inverse qui a un petit peu dégoûté les gens du mouvement écologiste parce que justement, il y a des mouvements et des personnes qui poussent cette volonté un petit peu trop loin ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Moi, je pense que toutes ces actions qui sont du type lancer de la peinture sur des œuvres d'art, etc., c'est plutôt, enfin, ça a plutôt un effet négatif que positif. Il faut justement montrer que c'est à chacun de faire des efforts. Aux nations qui dégagent beaucoup de CO2, qui relâchent beaucoup de CO2, de trouver des formes d'énergie, mais ça, on est sur un terrain politique, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est pas facile, mais c'est pas en faisant des actions comme ça violentes qu'on arrivera à... Alors bien sûr, ça a un effet, un impact comme ça sur... mais c'est pas la bonne manière pour procéder. Enfin, En fait, je crois que la réponse a été donnée avant, il faut donner la priorité à l'éducation plus qu'à la sensibilisation. C'est-à-dire il faut expliquer, il faut vraiment donner les clés pour que les gens comprennent. Une fois qu'on a compris quelque chose, on l'admet beaucoup plus facilement. Mais je suis entièrement d'accord avec le fait que les actions extrémistes, elles n'ont jamais apporté en fait, du crédit au message que les gens essayent de faire passer. Donc oui, non, il en faudrait moins. Et il faudrait plus de gens éclairés qui trouvent en fait les bons forums. Et ça, ils ont besoin aussi d'avoir les endroits, là on va toucher 100 personnes. Très bien, c'est des gens qui sont intéressés par le dérèglement climatique, c'est pour ça que vous êtes venus. Comment on va toucher tous ceux qui ne sont pas venus en fait, ce soir ? Comment est-ce qu'on peut éduquer ces gens-là ? Et ça, c'est la grosse difficulté. Tu ne peux pas forcer les gens à rentrer dans la salle, les asseoir de force et puis les enchaîner et qu'ils écoutent ça. Donc, comment est-ce qu'on va toucher ces gens-là qui ne viennent pas d'eux-mêmes vers les personnes qui peuvent leur donner les clés ? Et ben justement, là, c'est la bonne jonction. C'est justement ce qu'on essaye de faire avec les élèves, et c'est ce que les élèves ont eu envie de faire dès qu'ils sont rentrés, c'est de se dire, mais il faut absolument qu'on en parle aux autres. Et à ce titre-là, on avait justement écrit, à l'époque au ministère de l'Éducation nationale, et on avait écrit aussi à ce président-là qui était en diapositive ici au-dessus, et qui ont répondu gentiment en disant, bah oui, c'est une super idée, c'est vachement bien, mais... voilà, on va y penser, on va le faire, on va s'en occuper. Et je pense que oui, il faut en passer par là, parce que c'est évident que les injonctions et les obligations et tout ce qu'on peut nous asséner, c'est évident que ça sert à rien. Et après, on en arrive à la violence parce que les gens ils sont au bout, mais ils savent pas trop pourquoi ils font ça. Et moi, ce que je veux dire, par exemple, c'est que dans mon cours, pour parler du changement climatique, jamais, à aucun moment, avec les élèves, je n'ai parlé de solutions. Et jamais je n'ai dit aux élèves, par exemple, il faut que vous preniez votre vélo, il faut que vous... Voilà. Et ça, c'est venu d'eux, naturellement, une fois qu'ils ont eu, justement, ils ont fait ces constats. On a regardé les conséquences. Après, on a essayé de comprendre ce qui entraînait ces conséquences. Et après, par eux-mêmes, voilà. Donc, il y a des élèves qui ont choisi, et ils ont fait en fonction
en plus de ce qu'ils avaient chacun au fond d'eux. Et ça, je pense que c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on nous dit, faut pas prendre l'avion, faut prendre son vélo, faut arrêter de manger de la viande. Mais on peut pas tout faire et on peut pas être partout. On doit faire en fonction de ce que l'on ressent. Il faut le ressentir. Et j'ai des élèves, moi, qui sont rentrés et après qui ont dit, moi, je vais être végétarien. Mais ça se trouve, ils continuaient encore à partir en vacances en avion avec leurs parents. Mais c'est pas grave, ils avaient travaillé sur un sujet et un sujet qui les tenait à cœur. Et quand ils ont décidé d'être végétariens, ils l'ont fait à fond et en pleine conviction et en pleine connaissance de ce qu'ils faisaient. C'était pas une injonction. Voilà, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti. Et c'est pour ça que je reviens sur ça. Je pense que ça ne sert à rien de se bagarrer, de faire tout un tas de choses. Il faut ressentir les choses. À partir du moment où on les ressent, naturellement, voilà. Et quand on rentre en relation avec la nature et qu'on comprend que par certaines de nos actions, on vient complètement l'abîmer, on vient détruire notre maison, quoi. On est en train de détruire notre maison, détruire la vie qui nous entoure, jusqu'à détruire la nôtre. Quand on commence à prendre conscience de ça, quand on est là-dedans, on fait attention naturellement. Je veux dire, les choses viennent naturellement. Il n'y a pas besoin de violence, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. On va prendre une dernière question. Merci beaucoup, c'est passionnant. J'ai 2 questions. La première, elle s'adresse, je pense, en particulier à Monsieur Semelin. Vous avez parlé de la rapidité du dérèglement climatique, 1 degré en 100 ans. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements climatiques, que ce soit réchauffement ou refroidissement naturel, qui ont été aussi rapides dans l'histoire? La deuxième question, c'est, là aussi ça rejoint un peu les autres questions, c'est au niveau des solutions. Est-ce que le problème finalement, c'est pas le monde industriel, l'industrie? Est-ce que la seule solution, c'est pas la solution radicale de la désindustrialisation? Parce que quand on regarde la question des énergies, au fond, le bilan carbone est toujours alourdi parce que il y a toujours du pétrole derrière, ou en tout cas du fossile derrière. Pour la vitesse du réchauffement, il n'y a jamais eu pour l'instant de réchauffement aussi rapide. C'est bien pour ça que je vous l'ai montré. Même chose pour... De toute façon, les refroidissements sont toujours beaucoup plus longs. Même au Quaternaire, quand il y avait des cycles, vous avez vu à peu près tous les 100 000 ans. Il faut à peu près 90 000 ans pour une période glaciaire. Et la sortie se fait rapidement, à peu près 10-15 000 ans. Mais le réchauffement que l'on a, non, et d'autant plus qu'il est en train de s'accélérer, quoi. Donc là, je vous montre juste 1 ou 2 diapositives là, j'avais, voilà, sur les conséquences. Sur les conséquences justement du dérèglement climatique. Là, vous avez l'élévation du niveau de la mer depuis 1880, donc ça fait à peu près un peu plus de 20 cm, ce qui fait une moyenne, vous voyez, de 1,5 mm par an. Mais quand on regarde les chiffres sur des périodes plus récentes, on a des chiffres, vous voyez, qui sont beaucoup plus conséquents. On arrive actuellement, là, sur la dernière période, là, à des chiffres de plus de 4 mm par an. Donc c'est encore plus rapide, quoi. Ça ne fait qu'augmenter. Donc, et tout ce qu'on constate actuellement, c'est une accélération, que ce soit par exemple ça c'est la fonte des glaciers, vous voyez, alpins. Ça s'accélère aussi depuis eh bien, les époques récentes, quoi. On voit bien, hein, il y a une inflexion qui est encore plus rapide qu'avant. Donc, et je voulais juste rajouter une petite chose là, parce que j'ai pas eu le temps de vous le montrer. Ce petit graphique qui est intéressant, qui montre en fait
à quoi correspond en fait le changement climatique. C'est-à-dire que le changement climatique, effectivement, c'est une élévation de la moyenne, on l'a vu, de la température globale, mais ça va avoir des conséquences que l'on voit actuellement. C'est de déplacer aussi, vous voyez, les événements météo, donc cette fois-ci, les événements météo qu'on connaît annuellement, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des événements météo froids qui sont plus rares, d'où la surprise qu'on a eue d'avoir un peu de neige cette année. Et puis, vous voyez que la courbe se décale vers la droite, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus d'événements météo chauds et d'extrêmement chauds, c'est-à-dire des canicules. Et c'est ça qu'on constate. C'est pour ça que le dérèglement climatique, il est là. C'est pas dans le fait d'avoir des hivers très froids ou des étés très chauds. C'est la fréquence à laquelle on va retrouver des phénomènes climatiques extrêmes. Et c'est ça qu'on constate. Donc, il faut pas se... Il faut faire attention quand effectivement, on va chez le boulanger ou autre, qu'on dit, ah, bah, tiens, l'année dernière, il faisait plus chaud, ou l'année dernière, on a connu un été pourri, il faisait froid, alors qu'on nous parle du réchauffement climatique. Il faut dissocier justement ces deux phénomènes-là. Voilà. Il y avait une deuxième question sur la désindustrialisation, si tu veux te lancer. C'est vrai. Je ne sais pas, vous avez un téléphone portable, je suppose? Oui, oui. Eh ben, donc, vous allez demain le revendre. Vous allez vous déplacer comment? À vélo, en train, en voiture. Donc, comme disait François, vous prenez votre vélo uniquement? Êtes-vous prêt à ça? Pas complètement. Bah, même plutôt. Non, mais quand vous parlez de désindustrialiser l'ensemble, bah, effectivement, il faudrait faire moins de consommation d'énergie. C'est surtout essayer de trouver d'autres formes d'énergie, mais pour l'instant, techniquement, on ne les a pas. Mais je pense que avec le niveau technologique que l'on a actuellement, je ne suis pas certain que la population dans son ensemble soit prête à accepter tous ces sacrifices. Parce que ça veut dire ça, hein, désindustrialiser, pardon. Ça veut dire qu'il faut... Voilà, alors donc, ça c'est de l'écologie punitive, enfin c'est grosse punition. Oui, mais c'est pareil, c'est un peu la question, c'est pas tellement la question de l'industrialisation, c'est la question de la consommation à la base, c'est pareil. Voilà, c'est un peu la même chose que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ben, c'est pareil. Si on ne veut pas polluer ou générer davantage de CO2, ben, faut faire attention à son consommation. Consommer simplement ce dont on a besoin, mais pas consommer à outrance. Parce que c'est la consommation à outrance qui génère justement énormément de gaz carbonique. Voilà. Je vais me faire le mauvais cheval alors moi. Le problème qu'on a aussi, c'est que même si à une échelle individuelle, on se dit bah, je vais faire un effort, je vais, comme tu disais, revendre mon téléphone, prendre mon vélo, à côté, on va voir le voisin qui a un gros 4x4 et puis qui continue à l'utiliser en veux-tu en voilà, et on se dit, quelque part, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fais? Mais je pense que c'est par la répétition aussi de ces exemples-là qu'on va peut-être arriver à convaincre. Je veux dire, par rapport à quand j'étais gamin, il y a quand même beaucoup moins de gens qui ne se posent pas ces questions par rapport à avant. C'est une phrase un peu compliquée ce que je viens de dire. Il y avait quasiment personne qui se posait la question de savoir comment est-ce que je pourrais limiter en fait ma consommation, comment je pourrais être plus vertueux vis-à-vis de l'environnement quand j'étais jeune. Il y avait quasiment personne qui se posait la question. Maintenant, il y en a de plus en plus. Il y a du tri, il y a des petites choses toutes bêtes mais qui n'existaient pas avant, donc on se dit il y a eu quand même une progression. Et la difficulté qu'on va avoir, c'est que ça ne doit pas se faire, là je parlais de l'exemple du voisin à côté, mais on peut passer à l'exemple des pays. On a un niveau de vie qui nous permet d'être confortable, on rentre, on a la famille au bout du fil, on est au chaud, on peut regarder la télé, on peut faire ce qu'on veut. Tout le monde a envie d'avoir un type de vie comme ça. Et donc du coup, si on multiplie ce genre d'exemples à la population chinoise et indienne qui vivrait au même niveau que nous, on ferait tout exploser. Donc c'est bien de faire des efforts, mais c'est bien aussi de se dire ces efforts doivent servir d'exemple
pour essayer d'amener le maximum de gens vers, vers je dirais ce mode de vie qui n'est pas en rupture complète, mais qui est au moins en contrôle ou en tout cas en compréhension de sa consommation. Avez-vous calculé votre empreinte carbone? Non. Ah ben, commencez par ça déjà. Enfin, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà calculé son empreinte carbone? Ah, ben, ouais, bien, bien. Vous voyez, ça vous donne un peu... Mais c'est important déjà. Donc vous avez des sites où vous pouvez sans problème calculer votre empreinte carbone par rapport à ce que vous consommez, par rapport à vos moyens de déplacement, etc. Il y a le Dry January. Vous connaissez le Dry January? C'est pour surveiller sa consommation d'alcool. Je sais, je suis dessus. Ça, non, mais si, c'est parce que ça te permet de voir en fait ce que tu consommes, mais de comparer aussi au fur et à mesure l'évolution. Et donc du coup, avec le bilan carbone, c'est la même chose. C'est de se dire, tiens, ce mois-ci, j'ai consommé tant. Bah, le mois d'après, de se dire, comment est-ce que je peux arriver à réduire cette consommation pour ne pas faire éclater mon foie. Non, ça c'est le Dry January, pour ne pas consommer trop. Et tu sais que pour 1 litre de whisky, il faut 400 litres d'eau. Non, mais je pensais plus à du vin. Enfin bon, Mais oui, Yann, on va revenir aux choses sérieuses. Quand on parle du problème de l'eau, c'est vrai, par exemple. Et on n'a pas conscience de ça, c'est la même chose. Pour faire 1 kilo de viande, il faut 600 ou 700 litres d'eau. Et donc, voilà, quand on parle de la consommation de viande, l'impact est terrible sur... enfin, voilà, les dégâts collatéraux sont énormes. Ouais, je vois qu'il est occupé. Et j'aimerais juste revenir sur un truc, c'est qu'on a parlé justement des perceptions personnelles, mais est-ce que ce serait pas important aussi de parler justement de l'État? Parce qu'on peut agir personnellement, mais c'est ce que Anna a évoqué, mais on pourrait juste y revenir vite fait. Parce que nous, quand on va moins consommer, on va consommer de viande, justement, parce que c'est hyper polluant, mais on a vraiment l'impression que l'État ne nous suit pas du tout dans cette démarche-là. Pas du tout, c'est peut-être un peu fort. Il y a quand même eu, comme on disait, des choses qu'on a vues évoluer au cours du temps. Macron parle de l'écologie. Mitterrand n'en parlait pas. Chirac n'en parlait pas. Giscard d'Estaing encore moins. Donc il y a eu quand même une évolution dans le langage des politiques. Après, est-ce que ça se traduit par des faits à la hauteur de ce que ça devrait être? La réponse est non, c'est évident. Sinon, on n'aurait pas tous ces problèmes. Mais si Chirac en avait parlé, tu as raison. Ouais. La maison brûle, oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, je dis plus rien. Ouais. Non, c'est pas ça, mais... Tu voulais rebondir sur quelque chose? Oui, via l'État, justement. Bon, non? Ok, merci. Bon, c'est pas grave. Alors, vous retrouverez derrière la salle Richelieu le livre de Monsieur Bernard, du coup, Demain c'est nous, coécrit avec Eddy Sevestre, aux éditions Faubourg. Et j'avais aussi le message de Marc Béguin, du coup, de la faculté de sciences, qui m'a fait part qui cherchait justement des étudiants. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse personnellement, voilà, juste là-haut, il lève la main, n'hésitez pas à aller le voir, et pour parler responsabilité sociétale et environnementale pour les entreprises. Voilà, merci à tous. Il a un message. Merci à tous pour cette soirée. Merci à vous, messieurs.